Bonjour à tous, il est 8h30, enfin il est même 8h32, pardon pour ce tout petit retard. Vous êtes sur la page Facebook du CJD, on vous en remercie. Vous êtes au courant maintenant, tous les jeudis, le CJD se mobilise pour vous donner de l'information à vous dirigeants qui vivaient cette période de crise avec plus ou moins de difficultés, plus ou moins de bonheur et probablement un peu de malheur et plus que de bonheur parce que le moment est difficile. On essaie de vous apporter de l'information, de vous donner, de prendre de la hauteur sur des sujets, puis aussi de vous donner des informations assez opérationnelles en fonction des sujets qui se présentent. Ce matin, pendant 1 heure, nous allons parler de l'économie au service du bien commun. On va se poser la question, est-ce que cette économie au service du bien commun, est-ce que c'est pour demain? Cette émission, on peut dire émission, elle a été préparée en collaboration avec le MOVE, le mouvement des entrepreneurs sociaux. Voilà, donc on les remercie et ils auront l'occasion pendant cette heure de nous dire un peu qu'est-ce que c'est que le MOVE et qu'est-ce qu'on y fait. Je vais tout de suite vous présenter nos 4 intervenants, 3 dirigeants, une professeure. Je vais donner d'abord la parole à la professeure. Bonjour Anne-Claire Pache, où est-ce que vous vous trouvez? Alors dites-nous où est-ce que vous êtes et dites-nous qu'est-ce que vous faites. Bonjour, je suis donc à Paris, dans mon bureau. Je suis, à vrai dire, habituée, moi, au télétravail, puisqu'en tant que professeur, on est assez souvent en train de préparer ses cours et travailler sur sa recherche à la maison. Je suis professeure à l'ESSEC en innovation sociale, spécialisée donc sur toutes les questions liées à l'économie sociale et solidaire, les entreprises sociales, titulaire également d'une chaire sur la philanthropie, et puis en charge à l'ESSEC d'une initiative plus large qui vraiment accompagne la transition écologique et sociale de l'ESSEC en tant que business school, donc à la fois pour faire évoluer tous les contenus de cours que nous offrons aujourd'hui à nos étudiants, et puis accompagner la transition de l'ESSEC en tant qu'organisation, donc notre propre impact environnemental et social en tant qu'organisation. Merci Anne-Claire. On va donner la parole à Eva Sadoun, qui est présidente de l'ITA.co. Bonjour Eva. Où est-ce que vous êtes et qu'est-ce que vous faites chez l'ITA.co? Bonjour, donc je suis chez moi pareil à Paris dans le 20e. Alors, pour le coup, pour moi, c'est un changement d'ambiance totale depuis le début du confinement dans la mesure où 80% de mon boulot, c'est de rencontrer des nouvelles personnes et de papoter comme je fais maintenant, mais devant des vrais visages. Moi, écoutez, Lita.co, on est un acteur de l'impact investing, donc de l'investissement à impact social et environnemental positif présent en Europe. Et Lita.co, du coup, c'est la plateforme qui permet de connecter les entreprises qui ont une valeur sociale, une utilité sociale et sociétale, environnementale dans la société, de la start-up à la PME, à l'ETI, etc. Et des particuliers qui souhaitent devenir acteurs de cette économie, du monde de demain qu'on ne présente plus aujourd'hui. Et moi, donc, je suis cofondatrice et présidente de cette plateforme et membre du collectif Nous sommes demain, dont on va parler juste après, je crois bien. Merci beaucoup Eva. Émeric Houdin, vous êtes dirigeant, vous êtes le président, vous allez bientôt prendre la présidence du CJD France. Alors où est-ce que vous êtes et dites-nous plus précisément ce que vous faites. Bonjour, je suis dans mon entreprise, moi, à Romilly-sur-Seine, dans l'Aube. Je travaille dans une entreprise qui s'appelle Axe Environnement et qui travaille pour le monde agricole et on vend notamment des équipements de protection de l'individu. Plus exactement, on vend ceux que l'on trouve en ce moment pour protéger les agriculteurs et ceux qui en ont besoin, ce qui n'est pas une mince affaire, mais on est en suractivité. Et donc, du coup, on commercialise nos matériels un peu partout en France. Et puis, effectivement, je suis acteur au CJD depuis un bon moment maintenant et je vais en prendre la présidence à partir du 1er juillet. Merci Émeric. Nous avons aussi Pierrick Deronne, qui est président de Biocop. Bonjour Pierrick, où est-ce que vous êtes actuellement et racontez-nous un peu ce que vous faites chez Biocop. Bonjour, bonjour à tout le monde, tous les gens qui nous regardent, tous les hommes et femmes qui nous regardent. Je suis moi situé à Annonay, en Nord-Ardèche, et je suis gérant d'une coopérative de salariés qui a 3 magasins Biocop. Je suis dans le réseau Biocop depuis 2009, ça fait une grosse dizaine d'années, et je suis depuis 1 an président de Biocop. Merci beaucoup. Alors, je vous rappelle, vous êtes sur la page Facebook du CJD. Vous pouvez nous poser des questions si vous avez envie d'interagir dans le cadre de ces débats. Vous posez tout simplement des questions. Elles apparaîtront chez nous et donc moi, je pourrai m'en faire le relais auprès de nos intervenants. Donc, n'hésitez pas. Vous pourrez aussi après, en replay, proposer à d'autres de regarder ce live. Et puis, bien sûr, vous pouvez liker parce que comme vous allez aimer ce qui va se dire, n'hésitez pas à réagir. On va commencer tout de suite avec vous, Pierrick Deronne. En introduction de ces débats, vous travaillez chez Biocop. On aimerait savoir
avoir un petit retour d'expérience. Chez Biocop, pendant ce confinement, comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez eu plus de clients, moins de clients? Est-ce que ça a été une période faste pour Biocop, pour le réseau Biocop? Alors, on a tous vécu le confinement de manière assez soudaine, même si on se doutait un petit peu, vu l'expérience italienne, que ça pointait son nez. Il y a eu une forme de déstabilisation rapide, notamment avec les changements de consommation, le pic de consommation pré-confinement. Et on a vu notre activité s'amplifier. Ce que je peux percevoir aujourd'hui, en tout cas pour Biocop, c'est que c'est essentiellement une amplification de ce qui se passait déjà avant. Alors pour chiffrer un petit peu, on était sur des croissances de 15% dans le réseau Biocop. Et depuis le confinement, on est à 25% de croissance, entre 25 et 30% de croissance. Donc, il y a une surconsommation dans les commerces, mais qui est plus liée certainement à la fermeture des commerces, de la restauration hors foyer. Ce que ça nous a permis de voir, c'est la résilience de notre modèle coopératif. C'est-à-dire, comme partout, il y a dû avoir des systèmes de solidarité qui sont mis en place. Biocop est une coopérative qui est composée de magasins, mais aussi de producteurs, de salariés et de consommateurs. Et les groupements de producteurs, très vite, on a accentué nos relations. Elles étaient déjà très fortement présentes. Ils participent à la stratégie et à la gouvernance. Et donc, on a pu mettre en place des systèmes de solidarité, notamment autour de production saisonnière comme l'asperge et la fraise, mais aussi l'agneau à Pâques. Et là, on a un pic de production sur le lait en ce moment parce qu'on a un printemps très, très, très doux et donc avec beaucoup d'herbes. Donc, les vaches vont donner beaucoup de lait cette année. Et c'est le moment où il va falloir mettre les bouchées doubles pour écouler le lait, justement. Ensuite, les enseignements qu'on peut avoir, alors au sein de Biocop, ça met en exergue, mais je pense comme dans beaucoup d'entreprises qui ont encore la chance de travailler, ça met en exergue nos forces et nos faiblesses. Donc, nos forces, c'est ce modèle coopératif, et nos faiblesses, ce serait peut-être notre structuration interne, peut-être parfois un peu un professionnalisme à améliorer. Enfin, voilà, on voit bien qu'on est un peu en déficit d'outils informatiques, de flux, en logistique. Par exemple, on a beaucoup de mal à gérer les ruptures et la pénurie dans les magasins. Voilà, donc ça met en lumière tout ça. Et le dernier enseignement, et celui-là, on ne l'a pas encore aujourd'hui, et c'est là-dessus qu'il faut qu'on soit attentif, c'est le comportement des consommateurs. Déjà, qu'est-ce qui va s'installer dans l'avenir? C'est-à-dire qu'on a vu les consommateurs plus cuisiner, donc avoir des comportements alimentaires différents, mais aussi s'orienter plus vers le numérique, le drive, les achats. Donc, il y a des comportements qui vont s'installer. Aujourd'hui, on les devine, mais on ne sait pas encore. Et ensuite, il y a l'ampleur de la crise économique qui nous attend. Et là, personne n'a de boule de cristal, donc il y a forcément une vigilance à avoir à cet endroit-là, et la place de nos entreprises pour répondre à ces questions-là. Merci beaucoup, Pierrick. Alors, on va d'abord évidemment parler de cette crise et des enseignements qu'on peut en tirer. Anne-Claire Page, vous qui enseignez, qui faites de la recherche sur ces entreprises à double mission, mission économique, mais aussi mission sociale, qui vous intéressez à l'entreprise et au bien commun, à l'intérêt général, est-ce que cette crise vous a appris quelque chose, ou est-ce qu'elle ne fait que confirmer des choses que vous dites depuis et sur lesquelles vous travaillez depuis longtemps? Alors, on ne vous entend pas, il faut mettre le son. Pardon. Oui, alors c'est difficile encore de dire quelles vont être les conséquences de cette crise. Et je rejoins tout à fait ce qui vient d'être dit. Il faudrait avoir une boule de cristal pour dire exactement ce qui va être nécessaire. Pour moi, ce que cette crise confirme, c'est d'abord l'extrême intrication de nos différentes sphères économiques, la sphère publique, la sphère privée non lucrative, la sphère économique privée lucrative, dont on a parfois considéré qu'elles étaient chacune dans leur propre logique et un peu indépendantes les unes des autres. Cette crise, elle manifeste la grande
importance à la fois des acteurs publics pour créer une forme de sécurité et anticiper un certain nombre des crises. On en a vu certaines des limites dans le contexte français aujourd'hui, mais quand même la capacité de l'État aussi à venir voilà, prendre des décisions majeures pour répondre aux grands enjeux qui nous arrivent. Mais on se rend bien compte aussi que les acteurs entreprises, le monde de l'économie sociale et solidaire ont été vraiment interpellés et vont être d'autant plus importants à l'avenir quand il va falloir relancer l'économie d'une part, quand il va falloir aussi venir répondre aux grands enjeux sociaux que cette crise va forcément générer. Donc pour moi, l'enseignement, et en tout cas ce sur quoi il va falloir travailler à l'avenir, c'est peut-être une plus grande capacité à interagir, à co-construire entre ces trois différentes sphères, à apprendre les unes des autres, à se faire confiance les unes dans les autres et à voilà, réinventer ensemble les modèles économiques et les modèles de solidarité sociale pour demain. Et aucun ne pourra dire, je pense, ah ben c'est la faute de l'autre ou c'est l'autre qui doit faire et moi j'attends que les choses se passent. Donc cette articulation à construire, je pense que ça va être un des gros enjeux des jours, des mois et des années à venir. Merci Anne-Claire Pache. Eva Sadoun, un peu même question. Quels enseignements vous tirez? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surpris? Est-ce qu'il y a du neuf dans cette crise? Est-ce que dans votre analyse des modèles économiques, vous avez appris quelque chose de cette crise du Covid-19? Alors, déjà, moi, ce que j'ai appris, c'est que les investisseurs particuliers et les citoyens peuvent se comporter de manière plus intelligente parfois que les investisseurs institutionnels. Donc, c'est assez intéressant parce que quand, justement, aujourd'hui, on constate un vrai retard de l'investissement institutionnel, derrière, les particuliers sont extrêmement mobilisés pour soutenir les entreprises qui vont face à cette crise et ont une très bonne appréciation du fait qu'ils ont une réaction même moins anxiogène que les investisseurs institutionnels qui se disent « Ouh là là, il y a une crise économique, j'ai pas de visibilité sur le moyen terme, je vais arrêter d'investir ». Les particuliers, ils se disent « Ah, bah, telle entreprise sociale ne peut plus travailler pendant 2 mois, puis elle va reprendre son travail, donc il faudrait peut-être que je l'aide pour pas que tous ses bénéficiaires, que ce soit des personnes en situation de handicap qu'elle insère, que ce soit les personnes qui attendent l'énergie renouvelable, etc., derrière subissent vraiment cette crise de plein fouet. Et donc, du coup, nous, on reçoit beaucoup d'entreprises sociales qui se font abandonner et les particuliers, eux, sont extrêmement mobilisés. Donc déjà, je le savais, j'étais très démocrate à la base, etc., mais ça me donne encore plus envie de faire confiance au grand public. Pareil, on se rend compte que le grand public intègre vraiment le fait que le monde d'après sera ces entreprises. Quand nos investisseurs on en a à peu près 25 000 sur la plateforme. On est en échange un peu permanent avec eux. On a des conseillers qui sont en échange avec eux. Et ils nous disent, mais oui, mais c'est ces entreprises-là. Moi, je veux plus investir dans le monde d'avant. Je veux qu'elles s'intègrent dans une transition. Ah là là, j'ai vu le webinaire de Jean-Marc Jancovici qui nous fait prendre conscience que si on n'intègre pas les enjeux climatiques dans la stratégie de l'entreprise, dans 20 ans, on n'a plus de croissance, etc. Donc, on voit une vraie conscientisation extrêmement lettrée et intelligente de ce qui se passe. Par contre, en parallèle, on constate dans nos activités de lobby, qui est une grosse partie aussi de mon travail, que ce n'est pas le cas de l'État. On a des plans de relance, d'investissement. Donc, en fait, l'État, comme un particulier qui va investir, je sais pas, 30 000 € sur la plateforme, l'État a décidé d'investir 20 milliards dans la relance de l'économie, sans exigence aucune d'un point de vue environnemental ou social. Donc, c'est extrêmement surprenant, en fait, ce manque d'adéquation entre ce que perçoivent les gens de l'avenir de l'économie et derrière, en fait, ce qui suit du point de l'État, mais pas que, parce qu'on a vu, bon, après vous me direz, Geoffroy Roux de Bézieux ne se représente plus que lui-même aujourd'hui, mais ça n'empêche qu'aujourd'hui, quand même, on a le MEDEF qui se positionne en demandant un retard des échéances environnementales, etc. Donc, c'est vrai que j'ai hâte du moment où ça va un peu matcher, comme on dit, entre cette prise de conscience réelle, qui est une prise de conscience pas uniquement citoyenne, des économistes. Je veux dire, là, on a des thèses. La problématique climatique, elle va avoir un impact sur nos économies dans 20 ans. On n'est plus sur des horizons à 100 ans. Donc voilà, moi, un peu mes surprises de la crise, mais derrière, voilà, une forte mobilisation parce que nous, on a l'habitude de s'inscrire dans ces climats de crise et de soutenir des entreprises qu'on ne soutient pas. Merci Eva Sadoun. Aymeric Oudin, au CJD, comment est-ce qu'on regarde cette crise? Quels enseignements on en tire sur
le bien commun et les entreprises au service du bien commun? Alors au CJD, on est très attentif effectivement à la crise. Ce dont on se rend compte aujourd'hui, c'est qu'il y a des hétérogénéités très fortes et donc des réactions à cette crise qui sont à l'opposé, avec un certain nombre d'entreprises qui ont déjà mis en place de l'agilité et qui permettent de réagir très vite aujourd'hui et de rebondir et de continuer à être actifs, et d'autres entreprises qui galèrent un petit peu. Et au CJD, nous, ça fait quand même un certain nombre d'années qu'on développe des outils et qu'on met en avant ces sujets du bien commun, où je mets en perspective le bien commun, l'intérêt général, bien sûr, mais surtout la responsabilité universelle. Et nous, on est très attentifs aujourd'hui au fait de mettre en avant la responsabilité de chacun d'entre nous. J'ai du mal beaucoup avec les généralités et donc on se rend compte qu'il y a des comportements très hétérogènes avec des comportements très responsables, mais une prise de conscience certaine aujourd'hui de l'action, en tous les cas de l'impact positif que peut avoir le consommateur sur ses achats. Le contexte nous fait mettre en évidence que ce qui est essentiel, c'est la nature, c'est les relations sociales et que finalement tout ce qui nous entoure et tout ce après quoi on a tendance à courir au quotidien, notamment l'argent, ne sont que des outils. Et c'est à prendre en considération demain pour construire nos nouveaux modèles économiques, tout en mettant évidemment l'homme au centre de nos préoccupations. Merci Émeric. Pierrick de Ronne, vous nous avez dit que chez Biocop, vous aviez vu une augmentation de 25% de votre activité. J'imagine que Carrefour aussi a vu une augmentation importante de son activité. Alors vous vendez tous les deux des biens de première nécessité, mais sans doute pas de la même façon. Est-ce que vous avez le sentiment que Carrefour et Biocop vont sortir renforcés de cette crise, ou est-ce que cette crise elle a des enseignements déjà qui montrent que dans le monde d'après, peut-être que Biocop sera davantage renforcé que Carrefour? On n'est pas, on n'est pas du tout calé sur ce type de raisonnement chez Biocop. On n'a pas vocation, nous, à remplacer Carrefour. Je n'ai pas cette prétention-là. Nous, notre vocation, c'est de faire ce qu'on fait avec sincérité et surtout essayer d'amener la profondeur nécessaire. Et c'est souvent ce qu'on dit la différence entre le bio et la bio. C'est que ce n'est pas uniquement un label, mais c'est aussi un modèle de société. Et donc, ce qu'on défend chez Biocop, c'est surtout le modèle coopératif. Biocop, en fait, est né dans des garages par des consommateurs il y a 35 ans qui cherchaient des produits bio. Donc, c'est construit autour du produit. Et aujourd'hui, on est en train en 35 ans, on a construit une coopérative multi-acteurs qui permet de répondre à des questionnements et à des questionnements beaucoup plus complexes. Voilà. Alors, la question de la croissance, pour nous, je vais peut-être jeter un pavé si je m'adresse à des entrepreneurs, mais moi, la question que je me pose aujourd'hui en tant que président, ce n'est pas la croissance de Biocop, mais c'est la décroissance de la société. Et comment on distingue la croissance et le développement. Et dans le développement, pour moi, on doit y mettre toutes les externalités, c'est-à-dire externalités positives et négatives. Et tout l'enjeu de Biocop, aujourd'hui, c'est de construire un prix, une offre, mais pas qu'aujourd'hui, hein, ça fait 35 ans, mais on ne s'en rendait pas compte avant, et je pense que le consommateur va être en attente de ça. C'est que le produit qu'on propose et le prix qu'on y met, qu'on y accole, est justifié par la création de valeur. Après, charge au consommateur de faire la différence entre la proposition de Carrefour et celle de Biocop. Moi, j'ai ma préférence, je ne vous le cache pas. Mais Carrefour se porte très bien sur le bio. Donc, voilà, continuer à construire ça, et ça pose beaucoup de questions. Et pour moi, il n'y a que le modèle coopératif, ou en tout cas la prise en compte de toutes les parties prenantes qui ont forcément des intérêts divergents de court terme. Un producteur, il veut vendre plus cher, un consommateur, il veut acheter moins cher. On est tous pareils, on veut tous la qualité au milieu, et donc le curseur, la discussion entre répartition de valeur et répartition du pouvoir, donc qui décide, à quel moment, ce sont des questions que les entreprises vont devoir se poser. Et là où moi je serais un peu plus dubitatif sur le modèle Carrefour, c'est si la rémunération d'actionnaires est le seul objectif de l'entreprise, je pense qu'elles vont avoir des difficultés. Et peut-être que ce sont des géants pieds d'argile. On a vraiment à se poser cette question-là, comment on partage le pouvoir, comment on partage la richesse et comment on partage la création de valeur. Et ça, c'est le sens que les entreprises doivent mettre dans leurs actions, dans leurs activités.
à mon avis. Merci Pierrick. Anne-Claire Page, vous avez dit tout à l'heure que vous espériez, vous attendiez à une plus grande imbrication des différents acteurs, notamment des entreprises d'économie sociale et solidaire, mais peut-être des entreprises aussi plus traditionnelles. On a vu pendant cette crise des entreprises comme Decathlon qui donnaient leur masque de plongée. On a vu LVMH qui faisait aussi du mécénat, qui donnait, alors que LVMH vend plutôt des produits de luxe et relativement chers. Est-ce que dans le monde d'après, est-ce que vous pensez que ces initiatives, elles sont plutôt du domaine de la communication et du marketing bien pensé, ou est-ce que ces entreprises traditionnelles vont garder quelque chose de ça dans leur modèle économique de demain? Très clairement, en tout cas, c'est ce qu'on peut espérer et c'est ce pourquoi il faut que collectivement on se batte peut-être, ou en tout cas qu'on appelle fortement à ça. Et l'importance effectivement que chaque entreprise puisse intégrer aux côtés de ses objectifs financiers des vrais objectifs sociétaux, alors qu'ils soient environnementaux, qu'ils soient plus directement sociaux. Donc, je pense qu'il y a un double enjeu. C'est à la fois le fait de faire prendre conscience, et des acteurs comme le CJD participent beaucoup, et bravo à ça, mais faire prendre conscience aux entrepreneurs, aux chefs d'entreprise de l'importance d'intégrer ces doubles objectifs, économiques évidemment, mais sociétaux également. Et ensuite, une vraie réflexion sur concrètement au quotidien, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, il faut dépasser les incantations et les effets d'annonce pour rentrer ensuite concrètement dans comment est-ce que je dois m'organiser en tant qu'entreprise pour y arriver, parce qu'on sait bien que c'est beaucoup plus facile de maximiser un seul objectif que d'arriver à optimiser sur d'autres types d'objectifs, dans un contexte où souvent on va nous dire oui, mais il y a des trade-offs finalement entre l'objectif de maximiser ma valeur économique versus arriver à servir au mieux alors mes consommateurs, mes bénéficiaires, protéger l'environnement, etc. Donc, il y a une vraie réflexion à avoir sur comment est-ce que je structure mon activité, je pilote ma stratégie au quotidien pour arriver à maintenir l'atteinte de ces deux objectifs et éviter finalement le fait qu'on ait annoncé ces deux objectifs, mais qu'au quotidien, finalement, on continue à maximiser la performance économique. Et donc, il y a une vraie réflexion à avoir sur comment est-ce que, au-delà des faits d'annonce, je traduis de manière opérationnelle ces doubles objectifs dans mon pilotage au quotidien, et comment est-ce que je suis au quotidien l'atteinte de ces deux types d'objectifs. Comment est-ce que je recrute mes collaborateurs pour qu'eux aussi, ils aient en tête ces doubles objectifs. Comment est-ce que je gère ma gouvernance? Comment est-ce que je donne la parole? Et le modèle coopératif, à ce titre-là, est vraiment assez exemplaire, et on a beaucoup à apprendre de celui-ci. Comment est-ce que j'intègre dans ma gouvernance mes salariés, alors évidemment mes actionnaires, mais justement mes salariés, certains bénéficiaires, l'environnement que j'impacte. Comment est-ce que je structure mes opérations? Comment est-ce que je crée ces lieux dans l'organisation qui permettent de discuter de tous ces trade-offs qui existent entre le financier et le sociétal. Donc, Anne-Claire, je voudrais poser une question. On comprend que les entreprises peuvent effectivement repenser leur modèle, les entreprises classiques, mais quand on voit que quand McDo rouvre ses drives, il y a des queues de 400 mètres de voitures, ou quand LVMH rouvre un magasin en Chine, les gens se précipitent pour aller racheter des sacs de luxe. Est-ce que moi, de McDo, ou est-ce que moi, LVMH, finalement, j'ai un intérêt quelconque à changer de modèle, parce que visiblement, le modèle d'avant a l'air de marcher ou pourrait marcher dans le monde d'après? Alors, il y a effectivement, il y a une demande, et on peut dire les entreprises, elles ne font que refléter celle-là. Les pressions, quand même, commencent à augmenter sur les entreprises, que ce soit du côté des investisseurs, et on a vu un certain nombre d'investisseurs commencer à se mobiliser et à annoncer voilà, des attentes plus fortes en termes de prise en compte de ces doubles objectifs par les entreprises. On peut dire, et Eva pourra dire, oui, mais c'est des effets d'annonce, et c'est vrai qu'en partie, ça peut être aussi décrit comme ça, mais on entend quand même plus fortement que ça n'a été par le passé des attentes des investisseurs institutionnels et des grands investisseurs financiers, voilà, une prise en compte plus forte que dans le passé de ces dimensions sociétales. Les consommateurs, malgré tout, et les consommateurs de Biocop en sont un reflet, mais je pense qu'il y a quand même une attente plus forte des
des consommateurs. Moi, je le vois du côté de mes étudiants, par exemple, qui seront demain les collaborateurs de ces McDo potentiellement et des LVMH. Là aussi, une mobilisation très forte qui dit « moi, je ne veux plus aller travailler pour n'importe quelle entreprise. Moi, je veux travailler pour des entreprises qui sont responsables, qui sont écologiques, qui prennent en compte ces sujets. » Et ça interpelle quand même que des entreprises comme Total, par exemple, ont eu beaucoup de mal à recruter dans nos grandes écoles des élèves pour faire ne serait-ce que des stages. Donc, on va avoir aussi, du point de vue de la génération qui va rentrer dans le monde du travail actuellement, une pression forte sur les entreprises pour leur dire il faut que, en tant qu'employeur, vous soyez plus exemplaires. Et puis ensuite, c'est nous, citoyens, on va voter, on va aussi voilà, mettre au pouvoir des gouvernements dont on l'espère, ils mettront aussi une pression plus forte sur les entreprises. Merci Anne Claire-Pache. Eva Sadoun, crise sociale, enfin, on peut dire qu'une crise économique et une crise sociale est en train de naître. Est-ce que c'est un moment propice pour changer de modèle? Est-ce qu'au moment où on est en difficulté, où le chômage monte, où le pétrole n'est pas cher, est-ce que c'est un bon moment pour changer de modèle? Est-ce qu'il y a des incitations à le faire? Est-ce que le business as usual va être démenti par le monde qui vient? En tout cas, c'est sûr que s'il ne prend pas conscience de ses limites et il ne travaille pas dans une meilleure stratégie d'inclusion et de prise en compte des enjeux de transition, ça risque de lui poser problème à ce monde d'hier. Parce que d'un point de vue, donc j'ai un peu abordé la question de manière un peu rapide, mais d'un point de vue de la transition énergétique, on sait bien que la problématique de raréfaction de l'énergie va de manière impossible à contrôler avoir un impact sur l'ensemble des chaînes de valeur de consommation, sur des chaînes de valeur de production, etc. Donc, qu'on le veuille ou pas, si on ne réduit pas notre empreinte de manière drastique, les entreprises du modèle classique, quelles qu'elles soient d'ailleurs, parce qu'il y a peu d'entreprises n'utilisent pas le secteur de l'énergie, à part le secteur tertiaire, dans lequel on se rend compte aujourd'hui, d'ailleurs, en France, on a beaucoup trop valorisé ce secteur tertiaire, qu'on a pensé qu'on était une nation civilisée qui n'avait pas besoin de produire. Et quand on s'est retrouvé effectivement dans une situation de crise dans laquelle les frontières se sont coupées, on n'était même pas en capacité de mettre deux bouts de fil et un bout de tissu pour produire des masques pour nos soignants, ce qui est quand même un petit peu lamentable pour une civilisation pionnière, hein, entre guillemets. Donc, du coup, c'est vrai qu'il y a une prise de conscience inexorable déjà de cette question de la souveraineté. C'est déjà intéressant, parce que cette question de la souveraineté, elle permet de se poser la question de la relocalisation des emplois. Donc, c'est pour ça que je pense que sur ce point de vue-là, il peut y avoir une transformation, parce que ce n'est pas demain qu'on pourra réouvrir nos usines en Chine, hein, dans tous les cas. Ce ne sera pas avant 2 ans. Donc, je pense que naturellement, certaines filières de production vont devoir se relocaliser. C'est intéressant. Maintenant, il faut que cette relocalisation se fasse bien. Se fasse avec les bons contrats, se fasse avec les bons parcours d'insertion et se fasse également, parce que là, on a vu que pendant la crise aussi, le droit du travail avait été un petit peu retourné dans tous les sens, donc il faut faire assez attention. Les gens ne sont pas des outils de seconde zone sur lesquels on peut jouer et triturer quand on est en situation de crise, donc il faut faire attention. Il faut que cette réindustrialisation soit verte. Pour qu'on reconstruise, on rebâtisse, entre guillemets, une nation industrielle, mais pas la nation industrielle d'hier. Parce que la nation industrielle d'hier est un peu responsable de ce qu'on a vécu aujourd'hui, même s'il y a une très belle période, les 30 glorieuses, hein, moi je les appelle plutôt les 30 foireuses, parce que c'est celles qui font qu'aujourd'hui, même si c'était un paradis économique, on a détruit une grosse partie de la richesse et qu'on a porté le modèle économique après, pendant les années 80, à une certaine situation de crise qui a nécessité une relance par des outils financiers qui est un peu plus mon sujet. Donc, je pense que, voilà, donc ça c'est vraiment l'enjeu donc, climatique et social. Et après, il y a un enjeu aussi financier très fort. Je me permets juste d'en parler un petit peu parce que c'est quand même un enjeu fondamental. Aujourd'hui, ce n'est pas avec des marchés financiers qui s'inscrivent dans une dynamique court terme dans laquelle on ne peut pas utiliser et mobiliser l'argent qui est sur ces marchés-là pour investir, mais plutôt pour faire des opérations. Ce n'est pas avec ces marchés-là qu'on pourra faire du réinvestissement un peu moyen terme. Donc, il y a aussi une conscientisation au niveau de l'État pour réguler ces marchés financiers, pour pouvoir limiter ces transactions et pour que ces marchés et ces investissements puissent s'inscrire dans une dynamique moyen terme. On ne peut pas faire de transition écologique
en demandant un retour sur investissement à 3 mois, 4 mois, un investissement liquide, etc. Donc, il est temps que cette dynamique de la finance verte, moyen terme, etc., aussi se généralise pour permettre aux dirigeants et aux gros dirigeants, parce que moi, je ne mets pas la faute que sur les dirigeants du CAC 40, et loin de moi, j'ai envie de leur donner la faute dans la mesure où ils subissent une pression monstre de la part de leurs actionnaires, de la part de leurs parties prenantes, etc. Et surtout, les investissements dont ils bénéficient aujourd'hui ne sont pas, on ne peut pas utiliser ces investissements-là pour faire de la transition, ils ne sont pas câblés pour ça. Donc, il faut qu'ils aient les outils, donc les entreprises à mission en est un, inscrire l'utilité sociale et environnementale dans ses statuts, c'est un très bel outil, il faut qu'ils en fassent usage, et il faut que ce soit une obligation, je pense que ça doit être un principe de constitutionnalité à proprement parler, parce qu'aujourd'hui, la crise, elle est évidente, donc il faut que les entreprises intègrent cette mission, donc il faut que ce soit plus rigide, et il faut qu'ils aient la capacité d'investir sur le moyen terme pour permettre la transformation de leur modèle. Merci, Eva Sadoun. Émeric Oudin, ce business as usual dont on vient de parler, est-ce que au CJD, est-ce qu'un dirigeant peut demain reprendre son activité comme hier, fermer la parenthèse et dire finalement rien n'a changé? Est-ce qu'il y a un risque pour un dirigeant à considérer qu'on était juste dans une parenthèse, qu'on referme la parenthèse et qu'on repart avec le même modèle économique qu'avant sans tenir compte de cette crise? Ça dépend de quel côté on se situe. Déjà, le dirigeant de demain qui va revenir dans son entreprise, qui n'a pas de chiffre d'affaires depuis 2 mois ou qu'on n'a que 20% au lieu de 80%, il va se poser des questions existentielles. Et donc, malgré les outils qu'on lui a mis à sa disposition, il va devoir savoir quelle est la durabilité de son modèle en tous les cas. Ensuite, effectivement, cette crise va mettre en évidence le fait que nos modèles économiques sont fragiles et met en évidence le fait qu'il faut qu'on se prépare. Personne n'était préparé à ça. Il faut absolument qu'on se prépare au management de l'inédit. Mais quand je dis personne, c'est-à-dire que j'entends un certain nombre de critiques, que ce soit au niveau du gouvernement, au niveau du MEDEF, au niveau de nos institutions, de nos entreprises, n'importe lesquelles. C'est quand même pas simple aujourd'hui de prendre des bonnes décisions face à une situation qui est complètement inédite et dont on ne sait pas dans 15 jours quelle sera l'évolution. Donc, je pense que le temps est à l'indulgence, premièrement. D'autre part, sur le modèle économique de nos boîtes, évidemment qu'il faut les faire évoluer, il faut les accompagner avec agilité. Et il faut surtout que le gouvernement aussi nous aide et nous accompagne dans ces éléments-là et mette en avant les responsabilités des uns et des autres et fasse en sorte que les responsabilités ne soient pas toutes reportées sur les entrepreneurs, sur les PME et les entreprises que nous sommes, mais que bel et bien les responsabilités soient reportées sur tout le monde, et notamment sur les consommateurs aujourd'hui, ou sur le salarié. Reprendre une activité économique aujourd'hui, c'est un truc de dingue, c'est un calvaire de fou. Vous avez des recommandations du gouvernement qui vous expliquent que si toutefois vous avez un collaborateur qui tombe malade, c'est de la faute de l'employeur et ce n'est pas la faute du collaborateur. Et tout est fait tout au long de la vie de l'entreprise pour essayer de déresponsabiliser les uns et les autres. Et je pense que demain, la défense et la préservation du bien commun passera par la responsabilité universelle et par la conscientisation que chacun est responsable de ses actes. Merci, Émeric Oudin. Pierrick Deronne, pour penser ce monde de demain et cette économie au service du bien commun, est-ce que c'est le consommateur qui est le meilleur moteur pour faire bouger les entreprises? Est-ce que c'est le consommateur qui peut forcer l'entreprise à changer son modèle, ou est-ce que le dirigeant lui-même les dirigeants doivent avoir un rôle moteur sans même attendre que les clients le leur demandent? Le consommateur, il va avoir une place centrale, mais comme tous les autres acteurs, hein, ça a été dit, hein, chacun, en fait, on est tous consommateurs, investisseurs, citoyens, on a tous ces multiples casquettes-là. Et c'est sûr que la partie consommation va être essentielle. Je pense que la tendance était déjà à ce que le consommateur se rende compte qu'en allant acheter, en consommant, il faisait un acte politique. Demain, il l'aura d'autant plus. Alors après, je ne suis pas d'un optimisme dévorant à ce niveau-là. On voit bien qu'on va vouloir, je dis on, la société va vouloir regoûter à ce qu'elle a pu goûter juste avant. Vous preniez l'exemple de McDonald's, mais je pense que
on aura tous tendance à vouloir retrouver la saveur, enfin les saveurs qu'on pouvait avoir juste avant le confinement. Mais ce qu'on peut voir quand même, c'est que ces sujets-là, tous les sujets dont on parle, ils n'étaient pas sur la table complètement il y a même 3 mois. Et pour le coup, là, c'est une formidable opportunité. Alors après, bien sûr, chacun y répondra avec ses moyens. Voilà, les personnes qui sont en situation de pauvreté, bien sûr qu'elles ne pourront pas répondre complètement à ces différents enjeux-là, et il y aura des choix qui sont plus sur la base de la pyramide de Maslow que sur des allégations politiques. Ou voilà, on est bien d'accord. Mais ces sujets-là sont sur la table, et ça, c'est une formidable opportunité. Ensuite, bon, ça ne va pas se faire en appuyant sur un bouton ou au 1er janvier 2021, on bascule d'une société à une autre. Je n'y crois pas du tout, ça va prendre quelques années. Le seul objectif qu'on peut avoir collectivement, et c'est là la place de l'entrepreneur, c'est de sentir ces tendances-là et de savoir y répondre. Et je reviens un peu sur la question des talents. Pour moi, ça, c'est un enjeu primordial. C'est un enjeu primordial pour les entreprises, c'est-à-dire comment attirer les talents de demain. Et moi, je me pose la question là depuis le confinement de comment vont revenir, alors ce sera peut-être plutôt en septembre, mais tous ces jeunes lycéens qui étaient dans la rue les vendredis. Avec quoi ils vont revenir? Quelle énergie ils vont revenir? Et je pense qu'il y aura un peu plus de radicalité qu'il y a quelques mois, d'autant plus que le politique et les entreprises, et quand je dis politique, c'est tous les acteurs qui ont un rôle pour la société, donc ça peut être le politique, mais aussi les entreprises, ne pourront plus dire que ce n'est pas possible. Et ça me donne confiance. Alors après, est-ce que c'est ce coup-là? Est-ce qu'il faudra une autre crise dans 3-4 ans? Là, j'en sais rien. Mais de toute façon, on voit bien que le sens de l'histoire, il est là, et que je vais prendre l'exemple de Biocop, mais je suis en train de me dire que la modernité est peut-être dans un projet qui a plus de 35 ans. Voilà, je me pose cette question-là. La modernité, elle est peut-être dans les structures qui étaient un peu dénigrées ou has-been ou boboisées il y a quelques mois. Merci Pierrick Deron. Anne-Claire Page, Pierrick Deron vient de nous parler des lycéens, de ce mouvement de jeunesse. Alors les lycéens, certains intégreront dans quelques années l'ESSEC. Vous avez commencé à l'ESSEC en 2001-2002, il y a bientôt 20 ans. Vous y êtes 20 ans après. Est-ce qu'on peut dire que vos sujets étaient des sujets marginaux qu'on regardait avec un peu de condescendance en disant « Ah, c'est bien », mais est-ce que c'était des sujets marginaux qui sont aujourd'hui devenus, pour cette génération à l'ESSEC aujourd'hui, est-ce que les sujets environnementaux, les sujets sociaux, est-ce que c'est devenu au cœur de leurs enseignements et au cœur de leurs préoccupations dans une grande école de commerce comme l'ESSEC? Oui, alors effectivement, ça fait une vingtaine d'années que je peux observer le comportement des étudiants. Et c'est vrai que quand on a lancé cette chaire sur l'entrepreneuriat social en 2001, on était voilà, sur une petite frange d'étudiants, alors qui était quand même quasiment 10% d'une promo candidatait pour rejoindre cette spécialité au sein de l'ESSEC. Donc, ce n'était pas complètement neutre, mais ça restait peut-être pas marginal, mais périphérique au cœur du réacteur qui restait voilà, les enseignements beaucoup plus traditionnels. Et la mutation qu'on est en train d'opérer sous la pression à la fois des étudiants, parce qu'il y a une demande forte des étudiants, mais sous la pression aussi et la mobilisation du corps professoral, de la direction de l'école, c'est un vrai mouvement de bascule, je dirais. On est effectivement en train de dire ces sujets-là, ça ne doit pas être simplement le sujet de quelques étudiants qui veulent se spécialiser uniquement sur ces sujets, mais ça doit être aujourd'hui au cœur des enseignements de 100% de nos étudiants. Et donc, on est en train aujourd'hui à l'ESSEC de faire que 100% de nos étudiants sur l'ensemble de nos programmes soient sensibilisés aux enjeux écologiques, soient sensibilisés aux enjeux sociétaux. Et ensuite, on laissera évidemment les 10% des étudiants qui veulent vraiment faire de ces sujets-là le cœur de leur métier, le faire. Mais on est vraiment dans une bascule où on dit il faut qu'on introduise pour tous nos étudiants des cours de spécialité sur ces sujets sociétaux. Et il faut aussi que dans nos cours d'économie, dans nos cours de marketing, dans nos cours de finance, dans nos cours de contrôle de gestion, ces thématiques sociétales soient prises en compte et qu'elles soient du coup traitées avec le prisme de chacune de ces disciplines. Et on a une vraie mobilisation de nos professeurs
pour être en capacité de faire ça. Donc, on est une école parmi d'autres. On a aussi, je pense, un rôle à jouer et on essaye de le jouer pour accompagner la transition de l'ensemble des formations au management. Et on voit que tout le monde est en train de se mobiliser et c'est une bonne nouvelle. Donc, c'est un vrai changement à la fois de notre écosystème des écoles de commerce, mais vraiment aussi un changement des doctrines qu'on a pu enseigner dans nos écoles qui doivent être opérées. Et je suis assez optimiste. En tout cas, à l'ESSEC, on est en train de faire cette bascule-là. Et j'espère et j'appelle de mes voeux le fait que ça dépasse l'ESSEC en tant qu'institution. Merci Anne-Claire Fache. Alors Eva Sadoun, la génération montante, c'est un peu vous. Vous avez d'ailleurs été à l'ESSEC. Je ne sais pas si vous avez eu Anne-Claire Fache comme professeur. Je ne suis pas sûr, mais visiblement, vous avez quand même été bien formé. Dites-nous un mot de Nous sommes demain, la plateforme dont vous faites partie. Qu'est-ce que c'est que Nous sommes demain et est-ce que le changement, c'est maintenant chez Nous sommes demain? Alors, j'ai pas fait vraiment un parcours à l'ESSEC, j'ai juste fait une formation sur la mesure d'impact. Voilà, moi j'ai fait une formation de maths normale sup et puis ensuite une école de commerce à l'EM Lyon. Et puis ensuite, j'ai pu finir par l'ESSEC, qui était vraiment pionnière sur cette thématique d'impact. Moi, je ne trouvais pas dans mon école justement ce switch, en tout cas à l'époque. Ça commence, mais c'est vrai que l'ESSEC a été vraiment pionnier là-dedans. La génération dont je fais partie, la génération Y, on est un peu, effectivement, on est un peu entre les deux, entre les marcheurs du vendredi qui, pour eux, les enjeux environnementaux seront ceux qui prévaleront demain. Et ils veulent déconstruire avec une radicalité profonde l'ensemble du système. Et la génération d'avant qui était plus conciliante, qui intégrait, qui pensait que la RSE pouvait transformer l'entreprise. Nous, on est un peu la génération qui pense qu'on peut construire des entreprises basées sur ces enjeux d'impact, basées uniquement sur la résolution de problématiques sociales et environnementales. On est un peu les pionniers et ça me permet d'introduire le mouvement Nous sommes demain, et c'est extrêmement intéressant parce que c'est vrai que le mouvement Nous sommes demain s'est créé pendant les universités d'été de l'économie de demain. Ça a été initié par le mouvement des entrepreneurs sociaux qui s'est dit on doit travailler ensemble. Le MEDEF est extrêmement uni. Aujourd'hui, on n'a pas d'acteurs qui permettent de présenter une position commune sur ce qui sont pour nous les propositions et les enjeux de la nouvelle économie. Donc, le mouvement des entrepreneurs sociaux a initié ce regroupement entre les corps intermédiaires, les acteurs qui représentent cette nouvelle économie, que ce soit l'économie sociale et qui est un volet, que ce soit les entreprises à mission, que ce soit les entreprises, les jeunes dirigeants, donc avec le CJD qui est également partenaire, qui intègre déjà ces problématiques dans le cœur de son business, que ce soit Max Havelaar, que ce soit Make Sense, Tech for Good France, également dont je suis coprésidente, etc., l'UDES, 1% pour la planète, voilà, tous les acteurs, les Bicorp, tous les acteurs qui ont intégré déjà au cœur de leur modèle cette problématique. Donc on a constaté pendant la crise que le regroupement n'a jamais été aussi fort et la collaboration n'a jamais été aussi forte qu'en ce moment parce qu'on se dit il nous faut une réponse unique. On ne peut plus agir avec chacun notre appréciation de ce qu'est l'impact de notre petit côté, alors qu'au final, on se retrouve tous sur 4 gros piliers qui sont l'impact social, l'impact environnemental, le partage de la valeur et le partage de la richesse. Et ça doit être les piliers des entreprises de demain. Et donc, Eva Sadoun, le collectif Nous sommes demain, ce sont des mouvements, des associations qui se mobilisent ensemble, ou moi, dirigeant, je peux rejoindre en tant que dirigeant d'entreprise le collectif, la plateforme Nous sommes demain en tant que dirigeant d'une entreprise? On peut rejoindre la plateforme Nous sommes demain en tant que dirigeant d'entreprise. Ce n'est pas une association à proprement parler. Donc, si les gens veulent rejoindre aussi une association, il faut qu'ils rejoignent plutôt les corps intermédiaires. Mais effectivement, le mouvement Nous sommes demain permet aux dirigeants d'entreprise de se positionner vis-à-vis de ça, de dire moi, je demande à ce qu'on ait ces exigences environnementales-là. Il permet également de pouvoir s'auto-évaluer. Donc, on a monté pendant 1 an et demi, ça a été assez compliqué, un impact score qui permet de définir 3 niveaux. Un niveau minimum qui pour nous est la prise en compte minimum des enjeux de transition, un objectif qui pour nous devrait être un peu fédérateur sur l'ensemble du mouvement, et puis un niveau super exigeant. Si vous voulez, on peut prendre l'exemple des écarts de rémunération qui est un truc assez parlant. Le best niveau, ce serait d'avoir un écart de 1 à 10. Le moyen, ce serait 1 à 20. Et quand on est une entreprise du CAC 40, qu'on a des dizaines de milliers, des centaines de milliers de salariés, plutôt à niveau 1 à 50. Voilà, donc on essaie en fait d'amener
toutes les entreprises. Et ce qui est intéressant, c'est que cet Impact Score, il fonctionne pour une toute petite start-up, mais aussi pour un grand groupe. Et il nous permet en fait d'avoir des indicateurs de ce qu'il faudrait faire pour commencer à transformer son entreprise. Voilà. Et c'est un mouvement également qui est en train de structurer un plaidoyer fort pour la relance, et notamment qui s'est engagé autour d'une demande d'un fonds à 1 milliard qui permettrait en fait de financer les entreprises de la transition. On représente quand même 400 000 dirigeants, 3 millions d'emplois. Donc, quand on nous dit que c'est une économie périphérique, non, c'est une verticale fondamentale de l'économie. Et surtout, on veut, avec ce fonds à 1 milliard, accompagner l'ensemble des dirigeants dans leur transition. On veut en fait que demain, le mouvement de demain soit mainstream. Il y a beaucoup d'études qui montrent qu'à partir du moment où on représente 25% d'une communauté, ça y est, on agit sur la communauté. Donc notre objectif, aujourd'hui on doit être autour de 15, c'est d'atteindre ces 25% pour pouvoir vraiment transformer l'ensemble de l'économie et collaborer. Merci, Mais voilà. Merci Eva Sadoun. Émeric Oudin, au CJD, on a 5000 entreprises qui sont dans tous les domaines d'activité. Alors, évidemment, quand on dirige un magasin, une coopérative de produits bio, on voit bien la définition le sentiment de participer au bien commun, c'est assez facile parce qu'on se dit que ça fait partie du modèle de l'ADN même de l'entreprise, mais il y a des entreprises qui font tout à fait autre chose. Est-ce que tous les dirigeants sont susceptibles, peuvent s'inscrire dans ce mouvement entreprendre pour le bien commun? Est-ce que ça doit concerner tous les dirigeants d'entreprise, quel que soit le secteur, l'activité qui est la leur? Bien sûr, enfin. Quelle question, Stéphane. Je ne comprends même pas encore qu'il y ait d'autres enjeux que celui du bien commun. En fait, plus sérieusement, moi, j'adhère totalement à ce que disait Pierrick tout à l'heure, qui a toute sa place au CJD d'ailleurs, où la cotisation pourra lui être suggérée très, très sympathiquement. Néanmoins, en fait, c'est une question d'état d'esprit, tout simplement, et plus j'avance et plus on observe autour de nous, ce qui nous caractérise au CJD, et puis d'ailleurs tous les gens qui sont ici autour de la table, j'allais dire, c'est les valeurs, quelque part, qui nous animent. Ces valeurs, elles sont fortes, elles sont essentielles. Si on a compris que le bien-être, en l'occurrence pour nous, était une finalité et n'était pas un moyen pour manager nos entreprises, et que ce qui guide le monde demain, ça n'est pas d'en avoir encore un peu plus sur son compte bancaire, mais de chercher quels sont les moyens et de considérer l'argent comme étant un outil pour conduire à un objectif qui est celui de mieux vivre ensemble et de préserver la planète, qui devient un enjeu absolument, enfin qui est un enjeu majeur et qui n'aurait jamais dû être une question qu'on aurait dû se poser. Mais si on a compris tout ça, bien sûr que tout le monde devrait adhérer à ces enjeux. Et là, je pense, alors je vous entends parler depuis tout à l'heure, je pense que moi, j'ai jamais été aussi enthousiaste pour l'avenir de l'économie française et l'avenir de l'économie industrielle, notamment française, puisque j'ai pas l'impression que ce soit très compliqué. On a un gouvernement ou des acteurs qui prennent conscience aujourd'hui qu'on a possibilité de faire des choses. Nous, au CJD, on est 5000 entrepreneurs capables d'expérimenter des choses et de montrer que c'est relativement simple. Demain, il suffit que le gouvernement prenne ses responsabilités sur la commande publique en particulier, ou je pense aux grands groupes également, qui ont capacité à dire, moi, je veux acheter, alors je parle des équipements de protection de l'individu qui aujourd'hui m'animent et qui sont un vrai sujet d'actualité, où il y a des gens qui n'en fabriquaient pas, qui ne savaient pas ce que c'était il y a 2 mois, qui aujourd'hui se mettent à en fabriquer plusieurs dizaines de milliers par jour. Et donc, il s'agit que le gouvernement prenne ses responsabilités, dise je commande 500 000 blouses par an à tel prix, et par contre, je souhaiterais que ces combinaisons soient faites en France, soient fabriquées par des mains françaises et puissent respecter un certain nombre de critères qui nous permettent de s'assurer qu'on respecte l'environnement. Et toutes les initiatives comme Eva, dont parlait Eva tout à l'heure, qui permettent de s'assurer, en tous les cas, que les critères sont respectés, sont relativement simples à faire. On a des indicateurs, nous, on parle de performance globale au CJD depuis un certain nombre d'années maintenant, où on est capable d'intégrer l'ensemble des paramètres économiques, bien sûr, mais social, sociétal et environnemental, qui nous permettent de nous assurer que lorsque l'on a un acte d'achat, on a des externalités positives en tous les cas, et nous avons un impact positif sur le bien commun. Merci, Émeric Oudin. Alors, j'ai une question pour
Pour Pierrick, un peu technique, mais on va essayer de répondre quand même. Étienne Guédon nous demande, Biocoop est une coopérative, mais beaucoup de magasins ne sont pas des coopératives. Est-ce qu'il sera nécessaire d'être une coopérative pour rejoindre le réseau? Alors, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Ça l'a été. C'est-à-dire que Biocoop, jusqu'au début des années 90, il fallait, au fin des années 90, il fallait être coopérative pour être Biocoop. Et Biocoop a une ADN de ESS, statutairement coopérative. Et on s'est ouvert en 99 au SARL et SAS. Et ça a eu un bel effet, je vais vous le dire, c'est que ça a permis d'amener du développement par l'entrepreneuriat individuel. Et c'est vrai que dans le commerce, c'est quand même d'une efficacité assez redoutable quand les gens investissent et s'engagent. Et ça me permet aussi d'évoquer quelque chose, c'est que pour moi, statut ne fait pas vertu. C'est important. Je pense qu'on peut se poser la question au-delà des statuts. Ce qui est important, que ce soit coopérative, SARL, SAS, et le statut SAS permet quand même beaucoup d'agilité à cet endroit-là, c'est vraiment d'inscrire dans les statuts les valeurs de l'entreprise et encore une fois, partage du pouvoir, partage de la richesse. Après, on fait les choix qu'on veut, les choix qu'on peut, en fonction de son investissement, du risque qu'on a pris. Voilà, le pouvoir, il se délègue au moment où tout le monde a pris les mêmes risques. Hein. C'est facile de partager la richesse, peut-être moins les risques. Donc, toutes ces questions-là, elles se posent en écoutant les parties prenantes. Et c'est pour ça, et il y a des coopératives, il y a des fausses coopératives, il y a des scopes qui fonctionnent avec 2 personnes et qui n'ont absolument pas la vertu d'une super SARL familiale qui partage les décisions avec les salariés. Donc, il faut dépasser absolument cette chose-là. Après, vraiment, quand je vois aujourd'hui que certaines entreprises de la distribution se rappellent qu'ils ont des caissiers, des caissières et qu'ils ont des fournisseurs, qu'il y a des producteurs en France, etc., ben chiche, écrivez-le dans vos statuts, écrivez-le. La manière dont vous rémunérez les gens, la manière dont vous les reconnaissez, la manière dont vous achetez, où est-ce que vous allez, comment vous construisez des filières avec la production, ben, écrivez-le. Point, quel que soit le format statutaire. Vous dites, Pierrick Deronne, statut ne fait pas la vertu. Est-ce qu'au-delà du statut, l'important quand on veut réfléchir à son impact et à son entreprise en tant qu'entreprise du bien commun, est-ce que c'est le partage de la connaissance et en tout cas une forme de management dans lequel on implique les collaborateurs pour chercher ensemble les meilleures solutions avec le meilleur impact pour l'entreprise, pour son environnement, pour son écosystème? Ce qui est important, ce sont les parties prenantes. Donc, les salariés, forcément, c'est assez rare d'avoir une entreprise sans salariés. C'est essentiel. Ensuite, ça dépendra des modalités de l'activité de l'entreprise, mais bon, les fournisseurs, les clients, voilà. En tout cas, ce qui est important, c'est ça. Donc, en interne, ça peut amener, forcément, ça amène des réflexions sur le management, mais sur la verticalité, l'horizontalité, l'entreprise libérée, etc. Il y a beaucoup de mouvements aujourd'hui et ces réflexions-là sont importantes. Et en externe, moi, j'insisterai aussi sur, et là, le politique aura forcément un rôle à jouer, c'est qu'un jour, la comptabilité reconnaisse les externalités positives et négatives. C'est essentiel. L'impôt est quand même un levier primordial dans la transformation d'une société. Et aujourd'hui, l'impôt n'est calculé que sur le résultat de l'entreprise. Donc, on pourra le tourner dans tous les sens. Si demain, l'impôt est calculé aussi sur l'impact social et environnemental, forcément, le pilotage de l'entreprise s'en verra modifié. Et là, vraiment, c'est essentiel. Et je sais que chez Biocoop, nous, on a une problématique de formalisation autour de ça. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on a faites, qu'on fait, qu'on pratique, qui ne sont pas reconnues, ni par les clients, ni par la société en général, et que nous, on a du mal à exprimer, à expliquer, mais parce qu'on ne mesure pas ça. Et la question de la mesure, elle est essentielle. Alors, c'est difficile d'être très pragmatique sur ces questions-là aujourd'hui parce que quel est l'impact de l'ouverture d'une Biocoop sur un territoire? Moi, c'est la question que je me pose tous les jours. Est-ce qu'on développe vraiment le bio? Est-ce que la production locale s'installe? Est-ce que les clients consomment mieux quand il y a une Biocoop ou pas? La question de l'empreinte territoriale. Donc,
tout ça, on peut se les poser pour valoriser une enseigne, une marque et vendre plus de produits, mais j'aimerais, moi, qu'on puisse le valoriser aux yeux de la société et donc par la fiscalité, par toute autre chose. Merci Pierrick Doran. Anne-Claire Pache, ce rôle de la puissance publique, on a vu pendant cette crise quand même une forme de retour de l'État, de retour du politique qui a dû organiser des filières, qui a repris un peu la main sur le marché qui n'était pas capable de s'organiser seul. Est-ce que demain, dans un monde plus vertueux, est-ce que les pouvoirs publics, notamment par la fiscalité, ont un rôle essentiel à jouer pour enclencher un mouvement de fond, un mouvement profond? Oui, assurément, ils ont un rôle fondamental à jouer pour montrer le cap. Après, et je reviens un peu à ce que je disais au début, je ne pense pas qu'ils pourront le faire seuls et que le monde de demain ne doit pas être un monde qui redevient plus autoritaire ou un monde dans lequel tout le monde se dit « Ah ben tiens, moi, je m'assois et j'attends de voir ce que l'État va me demander de faire. » Donc, je pense que le monde de demain, il est un monde où effectivement l'État prend la conscience et prend des décisions. Et on a vu que l'État était capable de prendre des décisions majeures quand il le voulait. Et donc on va attendre, enfin j'espère qu'on va attendre de l'État des mesures très fortes pour donner le cap de la société de demain. Mais cette société de demain, je pense qu'il faut vraiment qu'elle soit co-construite avec les acteurs. Et donc, je pense qu'il faut absolument des initiatives comme Nous sommes demain qui met beaucoup d'acteurs autour de la table. Elles sont essentielles. Et ensuite, il faudrait que Nous sommes demain s'assoie avec le MEDEF et s'assoie avec des représentants des pouvoirs publics pour rentrer dans une vraie négociation de comment est-ce que chacun peut modifier ses pratiques et comment est-ce qu'on peut aller collectivement vers la société dont on rêve tous et qui sera forcément plus respectueuse de l'environnement, plus respectueuse des hommes et assurant en même temps le bien-être de chacun. Donc c'est vraiment cette co-construction entre la force publique, les acteurs, on va dire, progressistes et puis les entreprises plus traditionnelles qu'il va falloir construire ensemble l'avenir dont on rêve. Merci Anne-Claire Pache. Alors on arrive à peu près à la fin de cette heure de débat. Je voudrais vous demander à chacun pendant en 1 minute, sur un temps court, de donner aux dirigeants qui nous écoutent une idée, un conseil. Je suis entrepreneur, je veux me mobiliser, je veux m'insérer dans cette société, cette économie du bien commun. Moi, dirigeant, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que vous avez envie de dire à un dirigeant qui s'intéresse à ce sujet? Eva Sadoun, on commence avec vous. Que l'économie de demain, ça concerne tout le monde. Quand on a préparé l'interview, vous me faisiez la blague des éponges. Vous me disiez, mais si on a une entreprise qui fait des éponges, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'économie de demain? En fait, tous les business peuvent être transformés. C'est ça qui est extrêmement intéressant. Toutes les chaînes de valeur peuvent être plus vertueuses. La manière dont on se finance peut être plus vertueux. La manière dont on organise sa société, dont on répartit la valeur auprès de ses salariés, ça peut être plus vertueux. Les projets aussi de solidarité qu'on met en place dans l'entreprise peuvent permettre d'inspirer également des changements de modèle. Tout le monde peut intégrer une mission sociale à ses statuts. Par contre, il va falloir essayer de remettre en question un paramètre fondamental dont on n'a pas envie de parler aujourd'hui, qui est vraiment le modèle économique productiviste. On ne peut pas se dire entreprise de demain et inciter à la surconsommation. On doit être une entreprise de demain qui aussi remet en question les paradigmes mêmes de l'économie, ce qui est dur à faire. Mais quand on le fait, on se rend compte que finalement, les gens consomment mieux et bien. Une entreprise comme Loom, par exemple, en est le meilleur exemple dans le textile. Donc la fast fashion, ce secteur nous a appris à surconsommer du textile alors qu'avant, on n'était pas forcément capable. Et eux, ils replacent en fait avec des matériaux de qualité, peut-être des vêtements un petit peu plus chers que la fast fashion, bien heureusement, des matériaux qui durent. Et derrière, le consommateur reprend confiance en la personne qui lui propose des produits, consomme mieux et l'entreprise se porte très bien. Donc, on peut, sans pousser des gens à la surconsommation, en ayant des modèles vertueux, avoir des entreprises rentables dans lesquelles les salariés et l'environnement est heureux. Donc, voilà, je vous conseille à tous de tester l'impact score pour vous poser la question, quelle que soit votre entreprise, comment est-ce que vous vous inscrivez dans cette économie de demain, parce que vous pouvez tous le faire.
Merci beaucoup, Eva Sadoun. Pierrick de Renard, je ne sais pas si vous vendez du textile et si vous vendez des éponges, mais qu'est-ce que vous avez envie de dire à des dirigeants qui nous écoutent? Quel rôle ils peuvent jouer? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour avoir eux aussi un impact positif sur la société de demain? Alors, moi, je vais m'adresser aux entrepreneurs et pas forcément, enfin, aux personnes et pas forcément aux chefs d'entreprise. Pour moi, ne soyez pas seul, et en tout cas, vous n'êtes pas seul et ne soyez pas seul. Alors, je pense que vous êtes proche du CJD, donc vous avez déjà conscience de ça, mais construisez-vous avec l'autre sur ces questions-là. Et, et c'est aussi de l'ordre de l'intime. Je ne sais pas comment exprimer ça, mais il y a un travail sur soi à faire. Et ce n'est pas de la psychologie de comptoir ou quoi que ce soit. Vraiment, il y a vraiment un travail sur le questionnement de soi. C'est-à-dire comment je m'approprie ces sujets-là, avec qui je les partage. Et ensuite, une fois qu'intimement, on est aligné sur ces sujets-là, et on ne l'est jamais complètement, hein, c'est absolument pas une manière de donner des leçons ou quoi que ce soit, mais il y a quelque chose de l'ordre de l'intime. Voilà. Et parce que c'est très perturbant, hein. On nous a appris à être des compétiteurs, on nous a appris à être oui, dans la brutalité, c'est-à-dire forcément la croissance, elle est au détriment de quelqu'un. Et donc cette question-là, elle est de l'ordre de comment moi, intimement, je me questionne. Et ensuite, une fois qu'on s'est questionné, on peut faire appel à ce même questionnement chez l'autre, ou en tout cas à construire ce questionnement collectif au sein de l'entreprise. Et après, alors c'est un chemin qui est long, hein, et je pense qu'il ne se termine jamais, mais voilà, il commence par soi. Merci beaucoup pour ces paroles très sages, Pierrick de Ronne. Anne-Claire Page, vous n'êtes pas entrepreneur, mais vous en rencontrez, j'imagine, régulièrement. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux dirigeants qui nous écoutent? Moi, ce que j'ai envie de leur dire, c'est de prendre le temps de vraiment réfléchir et définir des objectifs concrets pour l'atteinte de cet objectif d'intérêt général. Se poser la question, faire la recherche nécessaire sur effectivement l'impact que son entreprise a et être en capacité ensuite de traduire de manière très concrète pour chacun des collaborateurs qu'est-ce que ça veut dire pour moi atteindre à la fois un objectif économique, mais également un objectif d'intérêt général. Donc, c'est définir à l'échelle de l'entreprise ces objectifs et prendre le temps de vraiment faire la recherche nécessaire pour définir des objectifs pertinents compte tenu de l'activité. Si je fais des éponges, ce n'est pas la même chose que si je suis une entreprise agricole ou si je suis une entreprise dans le domaine tertiaire, mais chacun a la possibilité de traduire ces objectifs et ensuite de vraiment pour chaque collaborateur, être en capacité de traduire les objectifs généraux de l'entreprise à l'échelle de chaque individu et de créer vraiment ces espaces dans l'entreprise de co-construction avec les différentes parties prenantes. Ce seraient mes conseils très, très pragmatiques, on va dire. Merci beaucoup, Anne-Claire Page. Émeric Oudin, vous allez avoir le mot de la fin. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux entrepreneurs qui nous écoutent pour être eux aussi des acteurs de cette société, de cette économie du bien commun? Alors, très simplement, première chose, tu fais comme Pierrick, tu prends ta cotisation CJD et on va te permettre de travailler sur des groupes de travail qui sont l'efficience, où on travaille sur le fait de savoir comment faire mieux avec moi, on travaille sur l'inclusion et l'entreprise inclusive pour savoir comment régler les écarts de hommes-femmes, comment intégrer le handicap dans nos entreprises, comment travailler la solidarité, comment travailler sur de nouvelles formules de management de l'entreprise collective en particulier. Et puis on se forme. J'entendais tout à l'heure les uns les autres parler de révolution sur le bilan. On parle de capital humain. Comment intégrer à notre bilan le capital humain, qui est la richesse essentielle de nos entreprises. Et puis, tout ça va faire en sorte qu'on continue effectivement à se développer au niveau personnel et qu'on prend un petit peu de hauteur et qu'on se rend compte finalement que tout ce qui nous entoure, toute l'économie, est finalement une artificialisation de la vie qui nous permet de vivre mieux et de vivre bien, et puis nous permet surtout d'essayer d'apprécier un peu plus ce que l'on a et ce qui nous entoure tous les jours. Merci beaucoup, Émeric Oudin, pour ce mot de conclusion. Merci donc à Anne-Claire Page, merci à
à Pierrick Deronne et merci à Eva Sadoun pour leur participation. Merci à vous qui nous avez écoutés pendant cette grosse heure. Vous pouvez, je vous rappelle, il y a un replay de cette émission, de ces débats. Vous pouvez donc les partager avec d'autres. On se retrouve jeudi prochain à 8h30. On parlera de l'avènement de l'entreprise à distance. On s'est rendu compte que l'organisation du travail avait beaucoup changé pendant cette crise sanitaire, qu'il en restera peut-être quelque chose dans le monde d'après. Donc, avènement de l'entreprise à distance ou pas, voilà, c'est le sujet de la semaine prochaine. Donc, jeudi prochain, 8h30. Et bien sûr, d'ici là, prenez soin de vous, prenez soin de vos collaborateurs et prenez soin de vos territoires et de tout l'écosystème tant qu'à faire. Merci beaucoup. À la semaine prochaine.